très rapidement en 2 minutes. Donc il est 16h01, je devrais avoir terminé en 16h03, la FCCSS et question d'appareillement. Est-ce que vous pourriez avoir la diapositive suivante? Comment ça marche, les diapositives? Oui, d'accord, merci. Alors, donc, la FCCSS est née, c'était d'abord une cohorte européenne que j'avais initiée dans le cadre d'un projet européen que j'avais coordonné il y a très longtemps. Et là-dedans, on avait constitué une cohorte de 4500 enfants, dont environ 3000 et quelques personnes traitées dans 5 centres en France. Au début, donc, on avait juste ça, l'autorisation CNIL pour faire cette cohorte. Et puis, on avait récupéré l'ensemble des informations uniquement dans les dossiers médicaux. Après, en 2004, on a eu un arrêté ministériel et une autorisation de la CNIL pour accéder aux données, aux adresses des personnes et aux causes de décès. Et donc, aux adresses de personnes, ceci avec une dérogation à l'obligation préalable d'information, puisqu'on ne pouvait pas la faire, puisqu'on n'avait pas l'adresse actuelle des gens, vu que c'était une cohorte rétrospective, et qui incluait des gens traités entre 1940 et 1985 pour un cancer solide de l'enfant, et qui avait survécu au moins 3 ans. Et donc après, après cet arrêté, on a envoyé un questionnaire. À l'époque, il y avait très peu de gens qui envoyaient des questionnaires. On a eu un très bon taux de réponse, très bon taux de réponse, puisqu'on a eu plus de 80% de réponses par rapport aux vivants. D'accord. Donc ça inclut, dans les 20%, est inclus ceux pour lesquels on n'avait pas pu obtenir l'adresse. Après, en 2010, on a étendu cette cohorte au même centre, mais jusqu'au sujet diagnostiqué jusqu'en 2000, et donc on a 7670 personnes, et puis on a sélectionné que les survivants à 5 ans pour des questions de standardisation avec ce qui se passait dans d'autres pays, et notamment avec la CCSS américaine. Et puis on a commencé une collecte qui est donc coordonnée par Nadia, la banque biologique de la cohorte, qui s'appelle BUREF. Et puis en 2013, grâce à Julie Nice, qui, je ne sais pas si elle est, qui est peut-être parmi les oratrices, parmi les personnes qui sont présentes ici, on a donc qui est resté un moment dans l'équipe, et avec grâce à un très long travail de Julie qui a duré plus d'1 an, on a obtenu un décret en Conseil d'État avec une autorisation pour un croisement pro-avédiste avec le SNIRAM de l'époque, c'est-à-dire donc un croisement qui était, donc on n'avait pas le NIR, parce qu'on n'avait pas demandé aux gens leur NIR, évidemment, et donc on avait simplement nom, adresse, lieu, plutôt nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance, voilà. Et donc on a, après établissement d'un certain nombre de conventions, ça a quand même pris un certain temps, on a eu un premier croisement qui a été fait par la CNAM. Donc, la CNAM était le tiers de confiance aussi pour la gestion du NIR, donc entre le SNIRAM et puis nous. Et on a eu donc simplement 59% parmi les survivants, 59% de croisement. Alors moi, on nous a expliqué que c'était normal, que tout ça. Et moi, j'étais absolument persuadé qu'il y avait eu un problème et que c'était absolument impossible, puisque je pense que la qualité de nos données était bonne, et notamment vous avez plein de personnes pour lesquelles on avait les questionnaires et qui avaient bien confirmé leur date, lieu, leurs identifiants. Voilà. Et simplement, tout récemment, on a, grâce au fait qu'on a relancé les gens de la CNAM, on a eu, pas une explication, mais enfin, ils ont retrouvé 1500 nouveaux sujets, ce qui fait que maintenant, on a les données pour à peu près 83% des survivants. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore étudié ce qui s'était passé. On n'a pas encore étudié la différence entre ceux pour lesquels on avait le croisement initial et ceux pour lesquels on a le croisement seulement maintenant. Mais on doit le faire, et puis en plus, on doit essayer aussi de comprendre ce qui reste, parce qu'à mon avis, il y a encore des problèmes qui ne se situent pas à notre niveau,
mais qui se situe au niveau de la CNAM. Donc, je donne maintenant la parole à Nicolas pour la suite. Merci Florent. Hop. Donc bonjour à tous, donc, je m'appelle Nicolas Bouillat, je suis postdoctorant et je vais vous présenter les premiers résultats, puisque l'exploitation statistique est en cours, d'une étude qui s'appelle CHART-WP1 et qui s'intéresse au suivi médical d'adultes ayant eu un cancer pédiatrique et qui sont à risque élevé de cardiomyopathie du fait du traitement qu'ils ont reçu contre le cancer. Donc je travaille sur cette étude notamment sous la supervision de Agnès Dumas de l'équipe ESSEV à l'INSERM. Alors les traitements de cancer pédiatrique à base de chimio et ou de radiothérapie sont des traitements qui sont lourds et ces traitements impactent la santé des enfants traités sur le long terme, notamment la santé cardiaque. Et en effet, il est trouvé dans la littérature une mortalité cardiaque 8 fois plus élevée chez des survivants de cancer pédiatrique comparée à la population générale. Donc, sachant qu'il est possible d'éviter ou de réduire les complications cardiaques en détectant de manière précoce les maladies cardiovasculaires, il y a un intérêt évident à ce que les survivants de cancer pédiatrique à risque élevé de développer des pathologies cardiovasculaires de par le traitement qu'ils ont reçu, puissent bénéficier d'un suivi médical particulier qui, dans le cadre de dépistage de cardiomyopathie, consiste en la réalisation d'une échographie cardiaque tous les 5 ans. Et c'est donc dans ce contexte que cette étude propose donc d'évaluer le suivi médical de survivants de cancer pédiatrique à risque élevé de cardiomyopathie, donc c'est-à-dire de regarder si les échographies cardiaques de suivi sont réalisées ou non chez ces individus à risque et quels sont les facteurs qui vont être associés à l'absence d'échographie cardiaque chez ces individus. Donc dans cette étude, les bases de données médico-administratives, elles ont un rôle essentiel puisque ce sont elles qui vont nous fournir des données qui sont fiables sur la réalisation d'échographies cardiaques, des données qu'on ne peut pas avoir par ailleurs et qui vont donc permettre de répondre à des questions de santé publique de type y a-t-il une population à risque, ici donc des survivants de cancer pédiatrique, qui ne suit pas les recommandations de prévention, donc ici la réalisation d'échographies cardiaques. Et donc il y a une étude aux États-Unis qui s'est aussi intéressée donc, à l'évaluation de ce suivi médical chez les survivants de cancer pédiatrique à risque élevé de cardiomyopathie, mais c'est une étude qui se basait sur des données qui sont déclaratives, c'est-à-dire que les sujets déclaraient eux-mêmes si oui ou non ils avaient eu des échographies de suivi. Or, on sait que c'est très compliqué de se baser sur du déclaratif pour retracer des parcours de soins ou des parcours de prévention, et c'est pour ça que les données des bases médico-administratives sont primordiales. Donc, cette étude charte WP1, donc, elle s'inscrit dans le cadre du suivi de la cohorte FCCSS, donc, qui est une cohorte de survivants de cancer pédiatrique et que Florent vient donc de vous présenter brièvement. Donc, parmi les sujets de cette cohorte, il y en a 5679 qui sont chaînés aux bases médico-administratives, donc aux bases du SNDS, et pour lesquelles on a les données jusqu'à fin 2018. Et notre échantillon, à nous, il est constitué des 4903 sujets qui sont toujours en vie au 31 décembre 2018 et qui n'ont pas eu de pathologie cardiaque avant cette date. Donc dans cette étude, c'est important qu'il n'ait pas eu de pathologie cardiaque parce qu'on s'intéresse aux échographies cardiaques réalisées dans le cadre du suivi du cancer pédiatrique. Et dès lors qu'il y a une pathologie cardiaque, il y a de fortes chances que les échographies qui sont réalisées soient directement faites dans le cadre de cette pathologie et non plus dans le cadre du suivi du cancer de l'enfance. Donc parmi ces sujets, on va ensuite isoler ceux qui sont à risque élevé de cardiomyopathie en se basant sur les doses de radiothérapie au niveau du cœur et sur les doses de chimiothérapie qu'ils ont reçues durant le traitement de leur cancer de l'enfance. Donc en s'appuyant sur la littérature et notamment sur un travail précédemment mené dans la cohorte FCCSS, on définit les sujets à risque élevé de cardiomyopathie comme ceux ayant reçu une forte dose d'irradiation sur un certain volume du ventricule gauche et ou une forte dose d'anthracycline dans le cadre d'une chimiothérapie. Donc ce qui est remplacé là, ce qui est représenté sur le tableau que vous avez à l'écran avec en rouge donc les individus qui rentrent dans la case des individus à risque élevé de cardiomyopathie.
Et donc en appliquant ces critères à notre échantillon, on trouve qu'environ 20% de nos sujets sont à risque élevé de cardiomyopathie. Donc ensuite, pour évaluer le suivi médical de ces sujets à risque, on regarde s'ils ont réalisé ou non des échographies cardiaques. Et donc pour cela, on a besoin de mobiliser les données de la base PMSI pour les actes à l'hôpital et de la base DCIR pour les actes en ville, qui nous permettent de savoir s'il y a eu des échographies cardiaques entre 2006 et 2018 et à quelle date ont eu lieu ces échographies. Donc ainsi, on peut voir si une échographie cardiaque a été réalisée au cours des 5 dernières années comme le dictent les recommandations, ou au cours des 10 dernières années comme c'est plutôt le cas dans la pratique. Et de plus, pour les sujets donc, de la cohorte FCCSS, donc il y a une consultation de suivi à long terme qui a été mise en place à partir de 2012, donc au milieu de cette plage temporelle. Et c'est intéressant du coup d'étudier comment se répartissent ces échographies cardiaques avant et après cette consultation, pour voir quel est l'impact que cette consultation de suivi à long terme va avoir et a eu sur la réalisation d'échographies cardiaques de suivi. Donc brièvement, je vais vous présenter le plan d'analyse en l'état actuel. Donc ça va être dans un premier temps de voir la proportion de sujets à risque qui ont eu des échographies cardiaques et qui sont donc correctement suivis. Et dans un second temps, de voir via des modèles de régression logistique pour le moment, quels sont les facteurs qui sont associés à l'absence d'échographie cardiaque et donc qui sont associés à l'absence de suivi médical chez ces sujets à risque élevé de cardiomyopathie issus de la cohorte FCCSS. Donc, je vais maintenant vous présenter les premiers résultats donc, de cette étude. Donc, ce sont des résultats qui sont pour l'instant exploratoires puisque les analyses sont en cours. Donc, sur ce graphique qui, du coup, pas très bien passé avec la conversion, mais c'est pas très grave. Donc, les barres en vert foncé représentent la proportion de sujets qui ont reçu une échographie cardiaque au cours des 5 dernières années, et les barres qui sont en vert plus clair représentent la proportion de sujets qui ont reçu une échographie cardiaque au cours des 10 dernières années. Donc, on voit en haut de ce graphique, donc, pour l'ensemble de la cohorte FCCSS, il y a environ 20% des sujets qui ont reçu une échographie cardiaque au cours des 5 dernières années, et il y en a un peu plus d'un quart qui ont reçu une échographie, qui ont eu au moins une échographie cardiaque au cours des 10 dernières années. Et donc en bas de ce graphique, ce qui est encadré en rouge, donc lorsqu'on se place uniquement dans la sous-population des sujets qui sont à un risque élevé de cardiomyopathie comme défini précédemment, on voit qu'un peu plus d'un tiers ont eu une échographie cardiaque au cours des 5 dernières années, ce qui signifie donc qu'il y en a 2 tiers qui n'en ont pas eu. Et donc c'est à partir de là, donc ça va être intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est d'étudier quels sont les facteurs qui vont être associés justement à l'absence d'échographie cardiaque chez ces individus qui sont pourtant à risque élevé de cardiomyopathie. Alors, d'abord, je vais vous présenter donc rapidement quelles sont les caractéristiques de ces sujets qui sont donc à risque élevé de cardiomyopathie dans la cohorte FCCSS. Donc on a un peu plus d'hommes que de femmes qui ont aujourd'hui environ une quarantaine d'années et qui ont un niveau d'études qui est plutôt élevé. Au niveau des cancers diagnostiqués, donc on trouve majoritairement des survivants de lymphome non-hodgkinien, de sarcome osseux, de sarcome des tissus mous et de néphroblastome. Et environ la moitié ont eu de la radiothérapie au niveau du thorax. Donc dernière chose qui est importante, c'est que parmi ces sujets qui sont à risque élevé, il y en a environ un quart qui ont eu une consultation de suivi à long terme. Donc cette fameuse consultation qui a été instaurée à partir de 2012. Donc on passe maintenant aux facteurs qui vont être associés à l'absence d'échographie cardiaque de suivi au cours des 5 dernières années chez les individus qui sont à risque élevé de cardiomyopathie dans la cohorte FCCSS. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les hommes et les sujets les plus jeunes ont une probabilité qui est plus élevée de ne pas avoir eu d'échographie cardiaque au cours des 5 dernières années, ce qui peut s'entendre pour l'âge étant donné que le risque de cardiomyopathie il est plus important chez les personnes qui sont plus âgées.
Et on voit surtout que les sujets qui n'ont pas eu de consultation de suivi à long terme ont un risque qui est 5 fois plus élevé de ne pas avoir fait d'échographie cardiaque au cours des 5 dernières années. Ce qui semble pointer l'importance en fait de la mise en place de cette consultation de suivi à long terme pour ces survivants de cancer pédiatrique. Et donc là, pour l'instant, ce premier modèle, c'est un modèle de régression logistique, donc qui ne prend pas du tout en compte de dimension temporelle. Et donc ce que j'ai représenté en bas de la diapo, c'est un peu la suite que je vais donner à ces analyses, c'est-à-dire de mettre en place des modèles qui vont plus être de type Cox, par exemple, qui vont permettre d'étudier plus finement l'impact de la survenue d'une consultation de suivi sur le déclenchement, entre guillemets, d'une échographie cardiaque par la suite. Et donc, le but étant d'évaluer dans quelle mesure la consultation de suivi va jouer sur le temps sans échographie cardiaque chez ces individus qui sont à risque élevé de cardiomyopathie. Et donc, c'est sur ce point que je vais conclure ma présentation, c'est sur le fait que, du coup, les données issues des bases médico-administratives, dans cet exemple-là, elles sont primordiales pour évaluer l'effet que peuvent avoir des outils ou des stratégies innovantes. Donc là, la stratégie innovante, c'est la mise en place de cette consultation de suivi à long terme, donc dans le cas présent, et que ces données vont donc permettre, d'une manière plus générale, d'éclairer et d'orienter les actions qui sont menées en santé publique. Et donc, je vous remercie pour votre attention.